adoubé par la Cour constitutionnelle qui peut se désister en faveur d'un autre candidat et demander à ses électeurs de voter pour ce candidat. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle ce sont les candidats qui vont décider. Maintenant, vous dites qu'il y a un piège, il y a quoi? Donc, cela veut dire que peut-être le candidat que vous avez dans la tête, que vous estimez qu'il n'est pas suffisamment intelligent, quand il va se retrouver avec les autres pour faire valoir sa force politique, quand ils vont se retrouver, chacun va faire valoir ses arguments. C'est-à-dire qu'une telle personne vous dira, écoutez, je suis bien implanté au partout au Cameroun, dans la diaspora. Une autre personne va dire, écoutez, j'ai 500 députés, enfin, 500 conseils municipaux. Un autre va dire, j'apporte telle force, telle force. Et ensuite, ils vont entrer en discussion politique. Moi, je crois que en créant la suspicion pour rien, en fait, c'est-à-dire que en se disant, oh, on est en train de faire ça pour faire ceci. Bon, on peut rester dans des conjonctures pendant longtemps. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on y va en rang dispersé, on va perdre. Ça, au moins, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Voilà. Ma deuxième question pour sortir, merci beaucoup pour la réponse, est celle de savoir, nous savons comment un peu ça se passe. Hein. Nous avons déjà vu l'article 80 de notre code électoral qui n'a pas été respecté. Nous voyons justement la Cour constitutionnelle, par exemple, Abdourahmane a déposé une requête et qui se sont déclarés incompétents justement pour juger du contentieux, je ne sais pas, ces postes électoraux et tout. Si pendant les élections du 12 octobre 2025, un candidat de l'opposition est déclaré vainqueur et que le président de la Cour constitutionnelle déclare justement que c'est plutôt le président actuel qui a gagné. Monsieur Ndjekam, quel est le conseil et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'un homme avisé de la scène politique ou qu'est-ce que vous nous proposez concrètement comme stratégie pour imposer la volonté du peuple dans la scène politique actuelle au Cameroun? Voilà mes deux questions. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Bon, c'est la Cour constitutionnelle qui déclare qui a gagné, quoi. Bon, donc c'est elle qui est habilitée légalement à dire qui a gagné. Bon, naturellement, parce que cette année, on aura mis en place un mécanisme de décompte parallèle de voix, et c'est la nouveauté. Et c'est là que j'en appelle aux gens, au lieu de rester dans des situations, que tout le monde s'engage à télécharger ce logiciel et essayer de disperser, qu'on soit présent. J'ai besoin de 100 000 volontaires qui vont travailler ce jour-là pour collecter les résultats. Donc ça, quand on a fait ça, et qu'on a la preuve que la Cour constitutionnelle a déclaré quelqu'un vainqueur alors que les chiffres que l'on a en notre possession nous montrent que cela, alors je vous assure, il y a beaucoup de voies qui sont ouvertes. La première, c'est le peuple qui prend ses responsabilités, c'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire, si vous avez voté quelqu'un, on vous apporte quelqu'un d'autre, vous prenez votre responsabilité, et comme les autres peuples du monde ont fait. C'est pas Ndjekam Tchamini qui doit vous dire quoi faire. Vous savez quoi faire quand une décision va à l'encontre de votre volonté. D'accord, ok. On vous écoute le nouveau là. Bonjour, monsieur Ndjekam Tchamini. Merci d'être là. Merci également pour votre participation. Alors, j'ai une question. Monsieur Ndjekam Tchamini. Attends un peu, mon frère, s'il te plaît. Les amis en bas, essayez de tapoter, s'il vous plaît. Essayez de tapoter un peu le live en bas, si vous en prie. Essayez de tapoter. Mettez les cœurs. Allez-y, monsieur. Monsieur Ndjekam Tchamini, en 1992, vous étiez la tête pensante de l'Union pour le changement. L'Union pour le changement, en fait, c'était quoi? C'était que les membres de la société civile et un certain nombre d'intellectuels s'étaient réunis pour adouber M. John Fundi comme étant le candidat de l'Union pour le changement. Et c'était passé comment? Il n'y avait pas eu une réunion en fait des membres de l'opposition pour pouvoir choisir un candidat. M. John Fundi ayant le vent en poupe, l'Union pour le changement l'a choisi pour conduire l'opposition. Et moi, j'ai une question. Vous avez commencé par l'ATP, vous avez été membre par l'ATP qui n'a pas marché. Vous êtes membre aujourd'hui du mouvement réformatrice qui n'a pas marché. Aujourd'hui, vous êtes dans le groupe de Douala. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait désordre? Mais quand tu dis, attends, sur quelle base tu dis que ça n'a pas marché? Je vais dire que, en fait, ça n'a pas encore donné des fruits. Mais il y a quoi au Cameroun à part Paul Biya qui a donné les fruits et... Non, mais je suis là pour poser la question. Je pose la question à Ndjekam Tchamini et je m'en vais. Il va répondre. Non, mais attends, mon ami, mon panel est ordonné. Je ne veux pas des écarts de langage. Non, c'est pas les écarts de langage. C'est pas les écarts de langage. Attends, s'il te plaît. Je ne suis pas dans un live où on vient faire des jugements. Non, je ne fais pas des jugements. En fait, je suis en train de vouloir poser une question. Monsieur, tu commences très mal. Je ne suis pas, tu n'es pas obligé d'être là. Et non. Je n'ai pas une obligation de vous prendre.
Je peux causer avec M. Ndjekam Tchameni. Il fait son exposé. Après, il s'en va. Je coupe le live. Non, ma question, elle est pertinente. Hein. Je ne veux pas, s'il te plaît. Parce que tu ne m'as pas laissé la poser. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Je ne veux pas des positions désobligeantes. Non, voilà. Je suis très respectueux. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas lui. Pas ça, s'il te plaît, frère. Non, je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui en tant que personne. Je ne parle pas de lui. Bon, donc, je voudrais dire... Non, vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Monsieur l'autre, on vous écoute. Maison Blanche, on écoute vos questions. Bonjour, Chris Maestro. Mais c'est quand même important, je voudrais dire une chose rapidement, que les gens pensent que ça n'a pas marché. C'est une erreur de penser comme ça. C'est le travail de l'ATR qui est en train de donner. Parce que l'ATR, c'était quoi? C'était une alliance pour une transition refondatrice. Et 80%, je vous ai dit que samedi dernier, on avait une réunion, 80% des acteurs politiques ont dit nous sommes désormais d'accord pour une transition refondatrice. Donc, le jeune frère se trompe. Il pense que quelque chose n'a pas marché alors que c'est en train justement de marcher. D'accord, ok. Bonjour, Maison bonjour, Blanche, Chris Maestro. Bonjour. Bonjour, papa Avocadro. J'ai des questions. J'aimerais vraiment que vous éclairez mes lanternes, s'il vous plaît, papa. La première question, c'est que, comme l'exemple que vous avez pris de la Chine, qu'il y a l'opposition qui s'est réunie avant de se combattre entre elles pour faire partie d'abord les Japonais, l'ennemi. Bon, dans la stratégie que vous avez parlé, de la courte transition par rapport aux candidats de l'opposition, est-ce que il y a des partis politiques qui préfèrent s'allier au RDPC? Il y a des partis politiques satellites parce que le RDPC fabrique son opposition. Il y a des candidats de l'opposition qui ont dit qu'au lieu de se coaliser avec l'opposition, mieux vaut se coaliser avec le RDPC. Je vais bien là citer en l'occurrence le parti du PCN et son leader Cabral Libi. De deux, est-ce que dans la courte transition, parce que vous avez dit que le Grand Nord représente 40% des populations du Cameroun, moi j'ai dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que celui qui gagne dans le littoral peut mettre à tapis, à KO n'importe quel leader des partis politiques, en l'occurrence le RDPC. Le professeur Maurice Kamto... Attends, mon frère, c'est quoi ta question? Est-ce qu'il y aura dans la courte transition la question du recensement des populations du Cameroun? Voilà. Pour savoir exactement le nombre de populations, de nombre d'électeurs et de populations que compte le Cameroun. Est-ce qu'il y aura la question là? Est-ce qu'il y aura la revendication dans la courte transition, la revendication du code de l'article 80 du code électoral dans cette courte transition? Ok. Et c'est déjà deux questions, non? C'est deux questions chacun. Merci. Il va répondre. Bien, d'accord. Merci beaucoup. Bon, la première question concernant les chiffres. Je suis un scientifique, hein, et contrairement à ce que les gens pensent, la science est dans tous les domaines, y compris dans la politique. Vous ne pouvez pas avoir des chiffres, des faux chiffres et arriver à des bonnes conclusions. J'ai pris le temps d'étudier les chiffres des élections présidentielles de 1992 à 1997 et celui qui vous a dit que il suffit de gagner Douala pour gagner les élections vous a trompé. Ça ne correspond pas aux chiffres. Et je vais mettre à la disposition de M. Mastro cette étude très très scientifique qui est sur un PowerPoint qui a seulement 6 slides. Donc, je ne sais pas qui vous a fait penser comme ça. C'est faux. Il est vrai qu'au Cameroun, le dernier recensement date de 2005 et que les résultats sont sortis seulement en 2009. Bon, donc, mais par contre, les chiffres des élections sont réels. C'est-à-dire ceux qui s'inscrivent dans des listes électorales en 92, en 97, 2004, 2011 et 2018, ce sont des chiffres réels. Ça, c'est pas fictif. Les régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord
pèse dans les élections, même si les gens pensent qu'à l'extrême nord, ce nombre-là a été exagéré par le gouvernement pour pouvoir jouer dessus. Mais ça, c'est du détail. La chose qui est certaine, c'est que quand vous allez aux élections, vous devez faire l'analyse des chiffres et vous devez attirer vers vous les gens qui vous permettent d'avoir un maximum de voix. Vous ne pouvez pas partir avec l'idée qu'il suffit de gagner à Douala pour gagner les élections. Tous les Camerounais ne vivent pas à Douala. D'accord. Et la deuxième question est celui du code électoral. Oui, sa deuxième question. La période de transition a pour but de revoir tout. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle, c'est-à-dire refondation là. Ça veut dire faire une nouvelle fondation institutionnelle. C'est-à-dire on va revoir la constitution, on va revoir le code de la famille, on va revoir le code pénal, on va revoir le code civil, on revoit tout. Parce que tout ce que notre pays ne marche nulle part, rien ne marche dans le pays là. Donc on est obligé de tout revoir. Et ça, cette période-là, on le fait généralement ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous ne pouvez pas faire la fondation. C'est-à-dire si vous construisez, vous dites que la maison est gâtée. Et vous voulez, vous êtes dans une maison, n'est-ce pas? Et cette maison a beaucoup de chambres. Vous, de votre chambre, vous estimez que la fondation est gâtée. Vous ne pouvez pas l'arranger sans parler aux gens qui sont dans les autres chambres. Vous devez leur demander de sortir d'abord vos affaires. On nettoie la maison là, on refait la fondation avant que chacun vienne reconstruire sa maison dessus. Donc, c'est pour ça que la notion de travail ensemble est importante. Maintenant, vous posez une bonne question. Est-ce qu'il y a des partis qui vont soutenir le RDPC? Là, ma réponse, c'est oui. J'ai lutté pour la démocratie au Cameroun. J'ai fait 3 ans de prison, j'ai fait 5 ans d'exil, hein, pour que chaque Camerounais ait le droit de choisir ce qu'il veut. Il y en a qui pensent que Paul Biya est un bon président, ils vont voter pour lui. Vous n'allez pas les tuer, même quand vous avez le pouvoir. Vous comprenez? D'accord. Ce qui est important, c'est de travailler avec ceux qui veulent se débarrasser de M. Biya et entrer dans un front anti-RDPC en sachant que une fois que le RDPC est parti, une nouvelle ère va commencer. Et pendant cette nouvelle ère, vous allez toujours faire valoir votre point de vue. Ceux qui sont du MRC vont maintenant bien présenter leur programme. Il n'y a plus un sous-préfet qui va les empêcher de le faire. Ceux qui sont du PCRN vont présenter leur programme, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on lutte. Il faut qu'on essaye de s'élever tous et de comprendre qu'en ce moment précis, nous devons faire preuve de hauteur d'esprit et non pas d'esprit partisan et de passesse d'esprit, quoi. D'accord, ok, on avance. Monsieur Passy, on vous écoute. Vous êtes là? Oui, bonjour maestro et bonjour monsieur Djekam Tchameni. Oui, bonjour monsieur. J'ai juste une seule question à poser. Moi je disais, vu l'état actuel de notre pays et vu que monsieur Paul Biya, si je vois bien, peut-être il s'est recandidaté une nouvelle fois. Je voudrais savoir, vu que l'appareil institutionnel qui est toujours en charge, que ce soit du déroulement des élections, de la proclamation des résultats et tout, est resté, cet appareil reste le même. Est-ce que vous pensez que l'opposition a une chance de gagner véritablement, être proclamé président, vainqueur des élections présidentielles avec le même appareil? C'est un peu ça ma question. Bien, merci. Merci. Si je ne pensais pas qu'il y avait une chance, je ne serais pas en train de me déployer à titre personnel sur fonds propres pour aller rencontrer les chefs de partis politiques. Quand je suis au Cameroun, j'habite à Bonabéry. Et quand je me déplace, je veux faire une semaine à Yaoundé, je dois payer l'hôtel, je dois payer les transports, etc., etc. Et je le fais parce que je crois que si je ne fais rien, alors Biya va gagner, quoi. Et donc, si on ne fait rien, si on s'assoit et on ne fait rien, il va gagner. Mais si on fait ce qui est proposé là, c'est-à-dire, on soutient tous un programme commun de refondation. On encourage les chefs de partis politiques à venir devant nous avec un nom.
puisque on ne peut pas voter pour 4 candidats et gagner. Il faut qu'il y en ait un consensuel qui nous donne. C'est-à-dire, ce candidat, on va voter pour lui. Pas tellement pour lui, hein, mais parce qu'il soutient le programme de refondation, parce qu'il va apporter des réformes fondamentales que nous demandons depuis, parmi autres le code électoral. Donc, on vote pour ça, et maintenant, on met en place un mécanisme de surveillance des voix. Ayant fait ça, on aura rempli toutes les conditions pour pouvoir non seulement mobiliser les abstentions, mais également pouvoir défendre la victoire, preuve à l'appui. Donc, je répète encore, je lance mon appel. Bientôt, on mettra un site pour ceux qui sont au Cameroun, qu'ils s'inscrivent sur la liste des volontaires et pour qu'on puisse leur envoyer le logiciel dans leur téléphone et qu'ils se déploient dans l'ensemble du pays pour contrôler le vote. D'accord, ok, merci. Monsieur Franck Junior, on vous écoute. Bonjour mon big maestro. Bonjour monsieur. J'avais une question. Voici ma question. Qu'est-ce que vous pensez du professeur Maurice Kamto et du MRC? Pensez-vous que c'est lui le leader de l'opposition? Et ma deuxième question, c'est, vous avez parlé d'un gouvernement de transition. Comment est-ce qu'on fera, s'il y a un gouvernement de transition, comment est-ce qu'on fera pour choisir le président du gouvernement de transition? Merci. Bon, en tant que membre du groupe de Douala, je suis venu dans ce programme au nom de ce groupe-là. Nous devons, si nous voulons réussir notre mission qui est d'amener les gens à travailler ensemble, ne pas faire de déclarations de préférence. Vous vous souvenez qu'il y a le professeur Abba Oyono qui était dans le groupe. Il est allé à Paris. Jusque-là, il n'y a pas de problème je veux dire au meeting de Paris. Jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est son droit le plus absolu. Mais c'est que il a dit quelque chose. Il a dit que pour lui, le candidat, c'est tel. Et je ne pense pas qu'il a tort. Il a le droit de penser comme ça. La chose qu'il y a seulement, c'est que si maintenant je m'en vais chez un autre candidat, autre que celui qu'il a dit là, pour lui demander de venir, le candidat là va dire, ah, vous me demandez de venir, mais vous avez déjà choisi quelqu'un. Que laissez que le choix soit fait au bout d'un processus et non pas a priori. Donc, je vous demande ceci, c'est que nous devons tous faire preuve d'auteur d'esprit en cette période. Mais docteur Diokam, docteur Diokam, est-ce que c'est ce qui a valu l'exclusion du professeur Abba Oyono dans le groupe de Douala? Non, oui, c'est ça qui a créé la controverse. C'est-à-dire dans le sens que comme il avait déjà déclaré, ce n'est pas parce qu'il avait déclaré pour Maurice Kamto en particulier, ce n'était pas parce qu'il a choisi ce candidat, mais c'est parce qu'il a exprimé sa préférence et il était déjà connu comme membre du groupe de Douala. Moi, j'ai mes préférences dans mon cœur. Mais je ne peux pas, pendant cette phase-là, en tant que membre du groupe de Douala, l'exprimer. Vous comprenez? Et je veux seulement prier mais aussi sur mon candidat. Mais aussi, docteur, une autre chose. Si, tel que vous nous avez expliqué ici, le groupe de Douala n'a aucune intention de se présenter aux élections. Le groupe de Douala, comme vous l'avez dit, a sa mission ultime, c'est de rassembler les partis politiques afin qu'ils puissent faire une coalition et une transition. C'est ça le groupe. Pourquoi alors, dans le groupe de Douala, des individus qui ont des préférences ne peuvent pas exprimer leurs préférences? Vu que le groupe de Douala n'a pas pour mission d'être président, il est un peu comme on peut dire, comme le juge, si je peux dire. Mais bon, le juge, c'est même trop dit. Mais je pense pas que ce soit mauvais d'avoir une préférence et après être exclu. C'est pas trop. Non, il n'est pas interdit d'avoir une préférence. Je veux prendre un exemple. Elecam est une institution. Bon, laissons Elecam. Allons dans n'importe quel pays du monde où les choses vont normalement, parce que ce ne sont pas d'Elecam, rien ne va normalement avec Elecam. Mais je prends
la commission électorale indépendante du Burkina Faso, dans laquelle on met des gens. Un membre de cette commission électorale indépendante ne peut pas, au moment où il a été chargé d'organiser des élections, de dire a priori que je suis pour tel candidat, pour tel autre. Mais c'est un citoyen du pays et qui sera appelé à entrer dans les urnes pour choisir. Mais il ne peut pas, dans sa posture de membre de la commission électorale indépendante, faire des déclarations. Il est obligé à une certaine réserve. Ce n'est que ça. Juste le temps pour lui de faire son travail. Mais sinon, les préférences, les gens en ont droit. C'est le devoir de réserve quand tous les gens qui se trouvent dans certaines positions où ils sont obligés de gérer les susceptibilités de beaucoup de gens. Donc, il n'a pas été condamné parce qu'il avait un choix. Il a été, il a mis un peu en difficulté le groupe de Douala parce que il fallait pas que le groupe de Douala soit perçu comme étant un groupe qui a déjà choisi un candidat et qui va seulement vers les autres pour leur demander de venir se mettre derrière ce candidat. Ça aurait été contre-productif. D'accord. Aujourd'hui, parce qu'on a gardé une relative neutralité vis-à-vis de tous les candidats, ils sont tous tombés d'accord sur des choses importantes comme il faut un programme minimum et il faut une période de transition. Maintenant, il restera à ceux qui auront été adoubés par la Cour constitutionnelle, et on le saura d'ici 10 jours, 15 jours, de venir dans un conclave que l'on aura convoqué et on va essayer de mettre une pression amicale mais ferme sur eux pour qu'ils trouvent entre eux là la force de nous présenter quelqu'un pour une période plus ou moins courte. D'accord. Ok. On vous écoute, Pagal. C'est qui, Pagal? On vous écoute, Pagal. Pagal est là. Oh, allô, oui, je suis là. Allô? Oui. Vous avez deux questions. Oui, bonjour au panel. Et Monsieur Njokan Tchameni, c'est un plaisir pour moi quand je vous ai connu tout petit. Et voilà, aujourd'hui, me retrouver sur le même panel que vous par rapport aux questions politiques. C'est pour dire qu'on a grandi et on a compris que si nous, jeunes, on ne fait pas la politique, c'est la politique qui nous fait automatiquement. Voilà, ceci étant dit, j'aimerais également, si l'autre me permet, de dire deux mots, juste 30 secondes avant de poser mes deux questions. Ceux de savoir, tout à l'heure, j'ai entendu le professeur Njokan Tchameni dire que on sait que Elekam fait des bavures et puis il a bifurqué comme si de rien n'était. Ceci pour dire qu'on connaît effectivement qu'on est dans un système où la loi est violée, mais on ne fait rien. Lui, par expérience déjà, et tous ceux qui sont de sa génération, qui connaissent effectivement que ces trucs-là arrivent, mais jusqu'ici, rien n'est prévu. Comme pour dire, si aujourd'hui, ma première question maintenant, vous arrivez peut-être à le truc, et que la candidature, par exemple, la candidature d'un protagoniste est rejetée à tort. Qu'est-ce que l'opposition en général a prévu pour dire, par exemple, comment on l'appelle? Oh putain. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, merci. La Cour constitutionnelle. Si ils se permettent d'éliminer un candidat à tort ou à raison, ça veut dire que vous n'avez rien prévu, on va juste s'asseoir parce que c'est un pays, effectivement, où tout le monde viole les lois sans qu'on ne parle. Ça, c'est ma première question. La deuxième également, c'est quoi le rôle du peuple après que vous ayez choisi un candidat consensuel et quelles sont les garanties que le peuple sera, considéré après que si jamais on ait choisi un candidat consensuel et qu'il soit monté au pouvoir, quelles sont les garanties que le peuple aura qu'il va faire les envies ou bien aspirer aux souhaits du peuple? Voilà mes deux questions. Si vous avez bien pigé ce que je dis, merci. Est-ce que c'est le groupe de Douala qui choisit le candidat? Non, vous n'avez pas compris. C'est le groupe de travail, je précise, puisque le groupe de travail, c'est pas le peuple qui décide, c'est eux, non? Non, pas du tout. Il a bien dit que c'est les partis politiques entre eux qui vont décider qui sera leur représentant. Ce n'est pas au groupe de Douala de choisir que, ok, c'est le parti MSC avec Moïse Kamto qui va être. C'est entre eux, parce que eux, ils ne sont pas... Bon,
Non, on dit la même chose, on se comprend, on s'est juste pas compris. Moi, je n'ai pas dit que c'est le Douala qui choisit. Je veux dire, c'est ce conglomérat de personnes-là qui vont décider. Ça veut dire les partis politiques et tout cet ensemble. Peut-être le mot n'a pas été mis à sa place, mais je veux par là dire l'ensemble de ces personnes qui décideront de qui. C'est pas le peuple, en tout cas. Parce que la réunion, là, le peuple ne sera pas là. Merci. Ok. D'accord, merci, Pagan. Bon, la première question concernait la réaction de l'opposition au cas où un candidat serait injustement ou justement décalé. J'ai répondu préalablement à cette préoccupation en vous expliquant que la raison pour laquelle justement nous avons proposé que le candidat consensuel soit choisi après que la Cour constitutionnelle ait fait son shortlist. C'était pour éviter ce problème-là. Parce que si vous choisissez un candidat avant, le gouvernement peut trouver une raison, une excuse, un faux truc pour l'empêcher même de se présenter et vous n'aurez pas le choix. Il faut comprendre qu'en stratégie, quand vous allez en bataille et que vous avez lutté contre un système satanique comme celui qu'on a en face de nous, vous devez faire preuve d'extrême intelligence. C'est-à-dire la passion seule ne peut pas suffire pour vaincre des gens comme ça. Et apprendre des erreurs qui ont été faites par le passé. C'est pour ça que des gens comme nous, qui avons lutté pendant des années, 40 ans, on a appris. Parce que dans la vie, un échec n'est la marche sur laquelle vous appuyez pour avoir le succès plus tard. Nous avons appris, on le connaît maintenant, ce régime, et il était hors de question que d'abord on leur dise même quel est notre candidat consensuel, même si on l'a même déjà choisi. Et parce que dès que vous l'avez choisi, ils vont commencer une cabale extraordinaire contre votre candidat. Bon, maintenant, donc ça répond à votre question. En gros, une fois qu'ils ont bloqué et que la Cour constitutionnelle a recalé quelqu'un, il n'y a rien que vous pouvez faire entre le moment là où il fait. Donc, soyez sûr que vous avez au moins 5 personnes qui ont été admis. Les chefs de village qui avaient une certaine aura, qui avaient une dimension par rapport aux autres. Et la deuxième question, qu'est-ce que le peuple va faire s'il vote et que la personne ne fait pas ce qu'il veut? Je veux vous dire une chose extrêmement importante, c'est que si cette année le peuple sort en masse, cesse de s'abstenir et que les chefs de partis politiques cessent de les embrouiller en allant en rang dispersé, on aura pour la première fois dans l'histoire du Cameroun un président qui a été élu effectivement par le peuple. Monsieur Aïdjo n'a jamais été élu. Il est arrivé au pouvoir pas par le suffrage universel. Monsieur Biya non plus. Ce sont des gens qui, c'est une fois arrivés au pouvoir qu'ils organisaient des élections truquées pour s'y maintenir. Donc on aura en 2005, pour la première fois, un candidat qui est élu par ce peuple-là. Donc, et ce peuple-là, l'ayant élu, doit savoir prendre sa responsabilité pour le renverser s'il ne fait pas ce que vous voulez. Il n'aura pas la force de M. Biya, là, parce que de M. Biya, lui, il a pris le pouvoir, il s'est installé au pouvoir, il sans demander votre avis, et il a su s'y maintenir sans demander votre avis. Mais si c'est vous qui élisez quelqu'un, d'abord, pour me résumer, le peuple doit voter, défendre son vote, et se mettre prêt, se tenir prêt à dégager le président de transition s'il ne respecte pas les vœux, parce que vous êtes en train de voter, ce n'est pas cet individu que vous voterez. Je voudrais que vous compreniez ça très très bien. L'élection 2025, ce n'est pas l'élection pour voter un individu. C'est pour voter un programme de transition. Donc je ne cesse de le répéter, c'est le programme-là qu'on doit voter. Et si le gars arrive là-bas et il met en œuvre ce programme, si par exemple, dans ce programme, c'est prévu qu'on va changer le code électoral pour prendre ce que les gens connaissent un peu mieux, et qu'il arrive là-bas, il ne change pas. Mais on prend nos responsabilités. Je veux dire, on le renverse. Donc c'est un peu ça. C'est ça le rôle du peuple. Le peuple doit être actif, voter, défendre son vote et faire savoir à ce président qui sera élu pour la première fois par le peuple là qu'on vous a élu là, on peut vous renverser.
Ok, je pense qu'il y aura encore peut-être 2 ou 3 demandes avant qu'on mette un terme à cette émission, monsieur docteur. Je pense que là, on a quand même mis un bon bout par rapport au temps qu'on s'est donné. Ouais. Voilà. On va faire monter encore quelques personnes et puis on va mettre un thème. Voilà. On vous écoute. Ok, merci encore, Maestro, pour ma deuxième question, parce que c'est ma dernière, en fait. Jusqu'à l'heure présente, Monsieur Djekam Tchameni, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle est la liste actuellement de tous les membres du groupe de Douala? C'est ce que je voudrais savoir, merci. Donc, tous ceux qui constituent le groupe de Douala actuellement, en attendant, bien évidemment, d'autres candidats qui viendront. La liste actuellement à l'heure où nous sommes. Le groupe de Douala est un regroupement informel d'individus, dans lequel, à l'heure actuelle, il y a Anissé Ekane, Sambaka et Djekam Tchameni. Point. Ce n'est pas une alliance qui vise à aller aux élections. Je ne sais pas. C'est juste des gens. C'est-à-dire que si vous prenez Sambaka, il est dans la politique camerounaise depuis 90, donc ça fait 35 ans. Vous me prenez moi, je suis dans la politique depuis au moins 45 ans. C'est-à-dire à combattre le régime, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans une politique, ce ne sont pas des gens qui étaient au gouvernement pendant 45 ans, mais des gens qui ont combattu. Vous prenez Anissé Ekane, c'est environ le même nombre d'années, vous comprenez. Donc, si on additionne nos années, là, ça fait pratiquement presque 150 ans de lutte, d'expérience de lutte, qu'on nous s'est assis, et tout ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait utiliser notre expérience pour aider, pour qu'en 2025, on se débarrasse de ce régime-là. Parce que c'est extrêmement difficile, on a essayé depuis, on n'a pas pu, mais si on tire les leçons du passé et qu'on fait la bonne chose, on peut y arriver. Donc voilà pour la liste. D'accord. Des personnes. On n'est pas nombreux que ça, mais on est assez effectif dans le travail qu'on fait et les résultats sont là. Efficaces. Oui. D'accord. Ok. Quoi, c'est DSK 2.0, on vous écoute. Oui, merci, Maestro. Bonsoir, maître. Bon, mon constat, c'est pas une question, mais c'est mon constat. Alors, vous êtes les aînés de la politique camerounaise, vous avez beaucoup d'expérience. Quand vous avez calculé peut-être vos 2 expériences avec votre collègue. Attends, ton constat, je comprends pas ton constat. Je sais pas si. Est-ce que tu as le constat? Oui, c'est après ça avant que je fasse ma question. Non, pose tes questions. Je veux pas de constat. Pose tes questions, frère. Je sais où tu veux aller. Pose ta question. Bon, ma question, c'est que, est-ce que, avec l'expérience que vous avez calculé, ça fait à 150 ans, est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu vous avez peut-être trahi le peuple, ou bien vous n'avez pas de bonnes décisions de donner au peuple le choix que peut-être ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, la politique est avancée. Les autres années, bien sûr, ça fait une expérience profonde. Mais le peuple aujourd'hui a besoin d'une nouvelle vision de souffle, que vous devez vous donner les expériences. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez trahi le peuple? Mais quand tu parles ça là même, je vais même répondre parce que là, c'est même pas... Bon, quand tu parlais de trahir le peuple, je comprends pas. Trahir le peuple, c'est-à-dire, monsieur Djekam Tchameni, monsieur Anissé Ekane et Sambaka. Je sais pas si l'un d'eux ont occupé les fonctions dans la République au point où ils ont trahi. Je comprends pas ce qu'il veut dire trahir le peuple. Trahir le peuple d'une façon politique, en fait. Parce que quand ils disent qu'ils ont... Monsieur, attends un peu. Monsieur Djekam Tchameni, est-ce que vous avez été candidat à la présidence de la République du Cameroun une fois? En 2004, oui. Oui. J'ai retiré ma candidature en protestation contre le mauvais code électoral. Bon, ok. En 2004. Mais je n'ai jamais participé au gouvernement, je n'ai jamais été nommé par Biya, je n'ai jamais rien fait. Oui, donc tu vois, cette notion de trahir. Pourquoi je ne veux pas entrer dans ça? Monsieur TS, je ne comprends. Quand tu dis trahir le peuple, je ne sais pas. Leur prise de position selon ce que non, par exemple, on va dire que vous avez l'habitude de dire Issa Chirouma a trahi le peuple.
Bello Bouba a trahi le peuple. Je parle de prise de position, même jusqu'à l'heure actuelle, parce que quand il parle de transition politique, c'est pas ce que le peuple actuellement en a besoin. Bon, C'est une trahison. ok. Parce que ce que le peuple attend. Je pense que tu n'as pas de questions et on va passer la parole à d'autres personnes qui ont des questions. Là, ce n'est pas une question. Tu n'as pas une question. Tu es en train de venir faire, je sais pas. C'est pas mon rôle. Je vous ai dit que ce soit Monsieur Kamto que je vais recevoir ici et que d'autres personnes vont venir lui poser des questions. Je ferai la même chose. Je ne suis pas là pour, je sais pas, pour entrer dans, tu as trahi, tu travaillais, tu ne travaillais pas, tu as pas, non, pardon, s'il vous plaît, vous savez. Donc, déjà, bientôt, je vais couper même le live. Voilà. C'est mieux que, ok. Je suis pas dans, tu as travaillé 7 ans, tu as travaillé 20 ans, tu as travaillé 40 ans. Non, c'est pas le but de mon live. On a un invité à qui on pose des questions et il ne veut pas des questions sous la ceinture. Voilà. On vous écoute, monsieur le combattant. Vous avez 2 questions. Merci, Chris Maestro. Attends, attends un peu. L'autre me demande que tu vas recevoir comme token. Ok. Je préfère ne pas être désobligeant parce que je respecte mon aîné qui est là. Je vais tout simplement te bloquer parce que comme je le recevais aujourd'hui, tu n'étais pas au courant que je vais le recevoir. Voilà. Allez-y, combattant. Oui, Chris Maestro, merci. Merci, monsieur Djokam Tchameni d'être passé, dire ce que vous pensez de comment le Cameroun doit être dirigé, en fait, l'idée que vous avez du groupe de Douala. Mais par le passé, nous avons eu, c'est l'histoire, nous avons eu plusieurs plateformes de ce genre qui, à la dernière minute, nous ont fait faux. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais ce soir pour qu'ils aient confiance au groupe de Douala, pour que on puisse avoir confiance que la démarche que vous avez adoptée est la démarche qui va faire que demain, on puisse avoir confiance en votre choix de soutenir X ou Y. Parce que par le passé, comme je dis, on a eu des gens qui sont regroupés et à la dernière minute sont allés soutenir le monsieur de 93 ans. Qu'est-ce qui nous fait croire que votre démarche ne va pas dans le même sens? Merci. Ce qui nous donne des grandes chances de réussite cette fois, c'est qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire que, et je vous invite véritablement à faire cela pour cette période-ci. C'est-à-dire que au lieu de chercher de vous focaliser sur la personne, vous devez vous focaliser sur le programme, sur l'ensemble de réformes qui doivent être faites pour donner une nouvelle fondation au Cameroun. Une fois que cette fondation-là est acquise et est arrêtée et qu'elle a le soutien populaire, c'est pour celle-là que vous devez voter. En d'autres termes, le candidat que vous votez n'est que une sorte de messager de votre programme que vous avez choisi et collectivement. Bon, et si vous avez cette approche-là, alors vous n'avez pas les angoisses que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, je prends le pire des cas. Nous avons les 5 personnes qui se réunissent, qui ont été adoubées par la Cour constitutionnelle. Chacune de ces 5 personnes a préalablement dit devant le peuple camerounais que oui, je veux la transition, voici les réformes qu'on doit faire. Maintenant, ils entrent là-bas. Et 2 ou 3 même sortent. Et ils disent que non, on n'est pas d'accord. On leur demande, vous n'êtes pas d'accord de quoi? Oh, on m'a pas choisi, donc je suis plus d'accord. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que la question va être de savoir qui va aller à l'élection avec le programme là, le programme commun. Ceux qui vont aller avec l'élection du programme, avec le programme commun, on les vote. Ceux qui vont aller à titre personnel vont aller au titre du programme de leur parti politique individuel. Et à ce moment, le peuple n'aura qu'à décider s'il vote ou s'il est puni. Mais notre méthode ne peut pas échouer. Dès le moment où ils ont accepté le programme commun, ils vont seulement trouver un candidat consensuel. Ou alors, ils vont quitter, ils vont pas bénéficier du soutien populaire, je dirais ça comme ça. Comme en 92. Parce que ce que nous proposons là, c'est quelque chose qui a marché.
Vous voyez. Mais ce que vous citez, ce sont des échecs qui ont eu lieu en 97, ensuite en 2011, des choses comme ça. On a tiré les leçons de ces échecs-là. C'est pour ça qu'on comprend que la méthode que nous avions utilisée en 92, elle est la meilleure. On fait d'abord un programme. On demande à la population, est-ce que ce programme-là vous plaît? Ça prend pas 1000 heures pour que la population sache. Parce que si vous demandez aux Camerounais moyens, ils vont vous dire, vraiment, la constitution du Cameroun, là, il faut qu'on change. Il y a certaines dispositions qui ne sont pas très bien. Le président a trop de pouvoir. Il faut que l'on puisse créer des contre-pouvoirs. Les gens vont dire qu'ils veulent une décentralisation plus sérieuse que celle qui nous a été donnée par la constitution de 96. Les gens vont dire qu'ils veulent un code électoral avec une présidentielle à 2 tours. Enfin, des choses comme ça. Les gens veulent que la question anglophone soit résolue de façon définitive. Donc, on fait ce programme-là et on se dit, le président de transition viendra et il aura 2 ans ou 3 ans pour faire cela. Et ensuite, maintenant, on va aller aux élections sur la nouvelle fondation institutionnelle qu'on aura construite ensemble pendant la période de transition. Donc, c'est ce changement de paradigme qu'il est important de faire. Ne venez pas voter en 2025 pour le candidat qui a le programme qui vous séduit le plus, parce qu'il ne pourra pas les mettre en œuvre pendant la période de transition. Il va le faire après. Attendez, après la période de transition, 2 ans, 3 ans après, on repartira aux élections, et là, maintenant, vous allez choisir le candidat de votre cœur. Pour le moment, on choisit le candidat de raison. C'est celui qui nous permet seulement de gagner. Et d'enlever Biya. C'est tout ce qui nous importe. On veut enlever Biya d'abord. Faites penser comme l'évêque de Yagua. L'évêque de Yagua dit que ça lui importe, même si c'est le diable là-haut. Tant que cette personne nous permet d'enlever Biya, on l'utilise d'abord, il enlève Biya, ensuite on va voir. Voilà, c'est un peu ça. Bon, ok. On va prendre encore deux dernières personnes et puis on va couper le live. Ok. Ok, chacun sa carte de lecteur, on vous écoute, vous avez 2 minutes. Ok, merci. On va prendre une dernière personne, ce sera M. Fossing, qui va plutôt échanger avec le M. Djekam et puis je veux couper le live. Ok, merci, monsieur Maïsou, merci. Je vais l'appeler papa parce que M. Djekam, c'est un nom qu'on entend quand on était petit, donc, même si c'est champ politique, on doit appeler papa parce que c'est un papa. Donc, je suis votre papa, j'ai quand même 64 ans. Hein. non, c'est le papa. Non, mais la question, c'est simple. Pourquoi vous apparaissez seulement à la veille des élections? Parce que, par exemple, moi, depuis 2018, je dis bien depuis 2018, on fait de la politique. Non seulement sur le terrain et même dans les réseaux sociaux, on sensibilise les gens. Et M. Djekam, c'est un nom comme tous les Camerounais connaissent que c'est un opposant. Bon, je ne veux pas dire si c'était un opposant ou c'est un opposant. C'était un opposant redoutable. Mais on a l'impression que vous apparaissez toujours. Vous n'êtes pas dans l'éducation du peuple. C'est-à-dire que parce que la politique, à mon sens, c'est éduquer le peuple pendant une certaine période. Non, attends, mon frère, pardon, s'il te plaît. Pourquoi vous parlez Attends, monsieur. Je dis, mon ami, s'il te plaît. Est-ce que tu as des questions? J'ai posé la question. Oui, pardon, je ne veux pas le jugement des personnes, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas un jugement. Mais oui, il appartenait, il ne fait pas. On a oh là là, mute-toi d'abord. Ouais, pardon, je suis en train de parler. Je ne veux pas tu appartenais, tu travaillais au gouvernement, comme tu travaillais au gouvernement, tel faisait, il a fait 7 ans. Je ne veux pas ce débat. Si tu as des questions concernant les élections, tu poses. Je ne veux pas entrer, vous venez mettre d'abord la vaseline. Non, vraiment, tu es un papa. Je veux d'abord t'appeler papa. Après, tu vomis ce que... Je ne veux pas cette manipulation-là, je ne veux pas ça. Posez vos questions professionnelles. Laissez les vies et les engagements des personnes. S'il vous plaît. Merci. J'ai dit, je n'ai pas posé la question de sa vie. J'ai dit que pourquoi, c'est maintenant qu'il apparaît, c'est maintenant qu'il fait il revient sur face. C'est ce que j'ai posé comme question. Je suis pas allé dans sa vie, j'ai même dit que c'est un opposant redoutable. C'est ce que j'ai dit. Et tout le monde sait que c'est un opposant. Ou à quel moment j'ai parlé de sa vie, ou bien j'ai fait un jugement de valeur.
Bon, est-ce que je peux répondre, monsieur Massou? Oui, vous pouvez répondre, docteur. Voilà. Donc, je voudrais dire à mon jeune frère que depuis 1997, de façon non interrompue, nous avons lancé un programme qui s'appelle ABC Démocratie, qui a pour but de former et d'élever la conscience politique des Camerounais et de former des cadres politiques. Et il y a plus de 1000 personnes qui sont passées dans le cadre de ce programme-là. Vous pouvez le retrouver. Nous avons une chaîne YouTube, nous avons un site web. Vous tapez seulement ABC Démocratie et vous allez voir tout un ensemble de leçons. Si vous avez besoin de vous former politiquement, de maîtriser un certain nombre de concepts politiques, vous pouvez aller là-bas, c'est gratuit, tous les cours sont gratuits, les gens peuvent se former. Et peut-être vous avez pris le live un peu tard. Vous avez dit que les efforts visant à unifier l'opposition en 2025 ont commencé depuis juillet 2020. Donc, tout le travail politique ne se fait pas dans le bruit, quoi. Je veux que vous compreniez ça. Je sais que dans cette génération, on fait plus attention au bruit, mais il y a beaucoup de travail sérieux qui se font dans la discrétion. La politique, ça ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Il y a une partie de ce travail-là qui se fait. La politique, c'est un peu comme un iceberg. Vous voyez, 90% invisible et 10% que l'on voit. Monsieur Christ, ici, là, m'a dit l'importance des réseaux sociaux et j'ai dit, oui, c'est précisément pour ça que je suis là, mais c'est pour diffuser. Bon, donc quand on fait un travail, on le fait d'abord et on vient maintenant diffuser le travail après. À quoi on aurait ressemblé ici sans avoir parlé aux chefs de partis politiques? Je venais vous dire déjà, oh, nous pensons qu'on va les réunir. Il a fallu leur parler patiemment pendant des années pour les amener à arriver à comprendre ce qu'ils ont compris maintenant pour la plupart d'entre eux. Et nous avons bon espoir que quand ils vont s'asseoir, ils vont entendre. Il a fallu que je fasse une présentation d'analyse scientifique des chiffres. Et je voyais quand je le faisais que beaucoup de ces chefs de partis politiques n'avaient pas analysé les chiffres comme tels que je les leur présentais. Et ça les a amenés à changer leur point de vue. Vous voyez. Et donc parfois, la persuasion prend du temps. Et surtout quand elle se fait, quand elle se veut efficace, elle prend du temps. Et on a pris le temps là. Maintenant, c'est l'heure du vote. Alors on vient, on sort et on encourage les Camerounais à aller voter. D'accord, ok. On va prendre aussi Monsieur Fossing là, qui est un membre du MSC aussi. Mais sauf que là, je vais vous laisser échanger, Monsieur Fossing et Monsieur Djekam Tchameni. Entre vous les intellectuels, vous allez échanger. Voilà. D'accord. Bonsoir Maestro et bonsoir surtout bonsoir Maestro et bonsoir surtout à Monsieur Djekam Tchameni. C'est un plaisir bonsoir. Et même un honneur de pouvoir échanger avec vous. Je précise tout pour commencer que je ne suis pas un intellectuel. Si Maestro me présente ainsi, c'est trop dire. Je suis qu'un jeune Camerounais, comme la plupart des jeunes Camerounais qui sont épris de changement et qui veulent voir le Cameroun avancer dans une direction qui soit profitable à tous ses enfants sans exclusion aucune. Et j'aurais probablement 2 à 3 questions. Vous me pardonnerez si je vais peut-être vous faire répéter parce que j'ai pris l'échange en cours il y a quelques minutes. Donc j'ai peut-être raté des informations que je vais vous redemander. Vous me pardonnerez donc peut-être de devoir vous faire répéter la première préoccupation qui est la mienne. Quand vous parlez du programme de transition, j'imagine qu'en tant que groupe de travail réunissant des personnes expérimentées de la scène politique camerounaise, vous avez déjà un certain nombre d'idées, en tout cas d'éléments principaux, fondamentaux, qui doivent constituer le dit programme de transition. Et j'aimerais à peu près savoir, voilà, pour vous, c'est quoi les éléments de la transition? C'est quoi les éléments importants pour la transition à laquelle vous appelez avec le groupe de Douala? Bien, le programme de transition ou le programme de refondation est en train d'être discuté parce que la façon dont
on a souhaité le faire, c'est de prendre l'intersection des programmes des partis existants. C'est-à-dire que d'aller chercher dans tous les programmes de tous les candidats la chose que l'on retrouve partout. Mais dans le processus, on n'est quand même pas venu main vide. On est venu avec 7 grands chantiers qui avaient été déterminés par l'Alliance pour la transition refondatrice. Et je peux les citer, les 7 chantiers-là rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'était premièrement la refondation du citoyen camerounais lui-même, c'est-à-dire que essayer de mener les actes qui visent à changer le logiciel mental des Camerounais, réconcilier avec leur histoire et avoir une définition consensuelle de ce que c'est même qu'être Camerounais. La deuxième chose, et le plus grand de ces chantiers, c'est le chantier de la refondation des institutions. C'est-à-dire qu'après avoir fait une assise nationale, des assises nationales, on va arriver à définir les grandes lignes de comment la Constitution doit être, les codes, les différents codes qui gèrent la vie d'une nation. On va revoir tout cela parce que vous et moi, vous reconnaissez que le système qui est utilisé à l'heure actuelle est un système dictatorial où un seul homme détient tout le pouvoir et aujourd'hui on ne sait même pas si c'est lui qui continue de nous diriger. Le troisième chantier, c'est le chantier de l'économie. Il faudra jeter les bases d'une économie différente qui sort de cette économie extravertie, contrôlée de l'extérieur par une monnaie de singe, etc., etc. Il faudra poser des actes qui vont permettre, pas nécessairement de tout régler pendant la période de transition, mais au moins de jeter des bases pour que le prochain parti qui va gagner les élections à l'issue de la transition trouve un terrain assaini. Il y a également certains actes qui vont aller du point de vue social, jeter les bases pour des choses aussi simples comme on aurait pu faire depuis, comme la couverture santé universelle, des grands chantiers pour réduire le chômage, etc., etc. Et il y a d'autres choses qui relèvent de la politique extérieure. Quel est le rôle que le Cameroun va jouer dans le cadre de l'unité de l'Afrique et quel est le rôle ou la place que le Cameroun veut se donner dans ce monde qui devient multipolaire. Donc voilà, il y a des axes sont là comme ça. Et on va aller dans le programme de chaque parti et on voit ce qu'ils ont dit en commun et c'est ce programme-là qu'on va essayer de mettre en œuvre pendant la période de transition. Merci infiniment pour vos réponses qui sont très claires et qui sont d'ailleurs, à mon sens, tout à fait en cohérence avec ce qu'il serait nécessaire peut-être d'implémenter pour que le Cameroun puisse changer radicalement de trajectoire. Avant de revenir peut-être et faire un commentaire en tant que militant MRC à ce sujet, je vais vous poser la question seconde qui était celle de savoir, vous avez fait mention de ce que le programme qui sera donc arrêté sera proposé aux Camerounais pour qu'ils puissent s'exprimer à ce sujet. Et nous savons qu'actuellement, il nous reste moins de 90 jours, vu que c'était 90 jours à la date de convocation du corps électoral. Il nous reste moins de 90 jours pour pouvoir arriver à la date des élections le 12 octobre. Est-ce que vous pouvez donc nous dire comment vous procédez concrètement entre maintenant et le 12 octobre pour justement faire ce travail de recensement des avis des citoyens camerounais? Et ce recensement se fait comment? Est-ce que c'est uniquement les partis politiques concernés qui amènent leurs militants à voter? Est-ce que c'est l'ensemble des citoyens camerounais qui votent, y compris ceux du RDPC? Et comment est-ce qu'on fait justement aussi pour l'organiser? Vous collectez les informations comment concrètement? C'est-à-dire, vous mettez sur pied une espèce d'étude, une enquête, mais de quelle manière concrètement vous mettez ça sur pied pour pouvoir récolter donc les avis de ces Camerounais-là? Est-ce que vous avez des plateformes électroniques? Est-ce que vous avez, voilà, c'est comment est-ce que ça se fait pour savoir si le peuple adhère justement à ce programme que vous avez arrêté? Vous récoltez les avis comment?
il faut que ce soit bien clair. La vie de la population concernant le programme patriotique minimum commun se fait par le biais de l'élection. C'est-à-dire que si le peuple adhère à ce programme, alors il votera pour ce programme. Ben, par contre, les assises nationales qui font partie de ce programme-là, parce qu'il faut comprendre que nous sommes en train de venir vers le peuple en leur disant toute cette maison-là, elle est foutue. Elle est en état de délabrement avancé. Il faut raser tout et recommencer, se doter d'une nouvelle fondation. Et la période et pour ce faire, il faut élire quelqu'un, élire cette personne-là pour une période de transition de 3 ans. Donc, mais avant de commencer la période de transition, on fera des assises nationales pour collecter les avis de la population. C'est à ce moment-là. C'est pas avant l'élection. Monsieur Fautil, oui, je suis là. Ce n'est pas avant l'élection qu'on collecte les avis, c'est au début de la période de transition. Donc la promesse qui est faite au peuple dans le cadre du programme, c'est que on va avoir des assises nationales et pour la première fois de l'histoire du Cameroun, les Camerounais auront à se prononcer sur comment est-ce qu'ils entendent être gouvernés. Ça n'est jamais arrivé en 65 ans d'histoire. Voilà. Bien, je vous remercie pour la question. La toute dernière, avant peut-être de donner un avis qui serait le mien, si Maestro et si vous le permettez. La toute dernière question, ce sera donc celle de savoir, vu qu'il s'agit de scruter les programmes de tous ceux qui sont les candidats actuellement déclarés à l'élection présidentielle, leur programme de gouvernance pour voir tout ce qui se retrouve et voir également à la lumière de ce que vous avez comme 7 points cardinaux, si j'ai bien noté, qui sont les points fondamentaux pour vous, pour pouvoir parvenir donc à trouver, à identifier le candidat en question. Et actuellement, combien d'offres de partis politiques avez-vous déjà lues intégralement, ou bien vous étudiez combien d'offres au total? Vous avez déjà une idée du nombre de programmes? Est-ce que vous en attendez encore? Est-ce que tous les programmes que vous souhaitez sont déjà sur votre table? Vous les étudiez pour trouver les points de convergence de chacun et éventuellement voir aussi à la lumière des 7 points que vous avez fixés, ceux qui s'adaptent le mieux aux attentes de votre plateforme. Oui, c'est un travail que justement on a fait. C'est-à-dire que en fait, nous avons un petit comité qui n'est pas dans le groupe de Douala, mais qui est à part. C'est un groupe de doctorants, des gens qui ont l'habitude de faire des synthèses, des choses compliquées, qui
sinon ce serait trop long. On avance donc sur les éléments que vous soulignez comme jeter les bases d'une nouvelle économie, sortir de l'économie extravertie, notamment création d'emplois, sortie de la monnaie qui ne nous permet pas de nous développer. Ça, c'est écrit noir et blanc dans le programme de gouvernance du MRC, dans la partie économique, qui est le deuxième, c'est déjà clairement acté. Autre élément, justement, nous développons des pôles industriels, des zones industrielles, c'est comme ça qu'on en appelle. On va en développer 3, principalement au Cameroun. Justement pour booster l'économie, mais surtout créer des zones dans lesquelles il est possible d'employer un grand réservoir de jeunes Camerounais. Il y a non seulement l'identification des zones là où cela va se faire en fonction des ressources qui y sont disponibles, mais il y a aussi l'identification des moyens, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer ça. Ça également, ça a des pensées. Donc je pense que nous sommes bien en avance par rapport à ce que peut-être vous avez déjà arrêté, parce que notre travail est porté sur 86 pages de programme de gouvernance et il y a tous ces éléments qui s'y trouvent. Vous parlez donc, entre autres, du social et de la couverture santé universelle. Ça fait partie également des merci. Et on va plus loin. Sans les césariennes gratuits, c'est inclus aussi. Donc on y allait jusqu'à toucher des points de ce type-là. Parce que nous considérons que donner la vie, c'est sacré et il faut que les Camerounais soient en santé pour pouvoir produire et faire progresser le pays. Donc ça également, nous y avons répondu. On répond également le rôle du Cameroun d'un point de vue international. Et le rayonnement que le Cameroun avait dans le temps qu'il a perdu aujourd'hui. Il faut rappeler que le président Ahidjo, par exemple, a participé à la totalité des sommets de l'Union africaine, de l'organisation de l'OUA, ça s'appelait à l'époque, de son entrée en fonction, et en tout cas de l'existence de l'OUA en 1963 jusqu'à son départ. Ce que monsieur Biya n'a pas fait. Il a participé à 2 sommets uniquement. Donc son absence a été très préjudiciable au rayonnement du Cameroun au niveau de l'Afrique. Le Cameroun est d'ailleurs le seul qui a aligné 2 fois de suite des secrétaires généraux de l'OUA parce qu'il y avait une présence de son président. Ça également, nous avons un travail là-dessus et nous disons qu'on va retourner justement en étant présent, non seulement au niveau du Cameroun, mais également au niveau international parce qu'on a une diplomatie qui est suffisamment rayonnante. Pour ça, on a les capacités et on a la chance d'avoir à notre tête un juriste internationaliste qui a tout un carnet d'adresses, qui a de nombreuses portes qui lui sont ouvertes de ce point de vue-là. Donc, pour sommer, quand je vois l'ensemble de la proposition que vous donnez, j'ai l'impression que vous avez pris quelques éléments d'un programme que nous avons élaboré, planifié, mais détaillé beaucoup plus en profondeur. Et à la fin, je ne vais peut-être pas me permettre de le faire parce qu'étant militant, je suis astreint à la discipline du parti. La discipline du parti nous dit qu'on ne doit pas commenter des approches ou des offres comme la vôtre, sauf autorisation express. Donc, je ne vais pas me permettre de commenter. Cependant, je me permets quand même de vous donner une opinion. Ça, c'est une opinion. Je ne peux pas commenter, mais je vais donner une opinion. Mon opinion personnelle, pour terminer, Monsieur Tchamini, c'est que aujourd'hui, on est à moins de 3 mois de la date des élections. Il est trop tard pour commencer à penser ça c'est une opinion personnelle encore une fois de plus, c'est-à-dire rien à voir avec le MRC, c'est une opinion personnelle de Monsieur Fotsing, ce n'est pas quelque chose qui sort des débats du MRC ou autre, non. Et je n'ai participé à aucune réunion sur le sujet, je tiens à être tout à fait clair. Je suis moi militant du MRC en France, donc très loin des structures du parti au Cameroun. Je ne sais pas ce qui se discute là-bas, ce qui se dit là-bas, je tiens à le préciser encore une fois de plus. Mais mon opinion personnelle en tant que citoyen camerounais, c'est qu'il est trop tard aujourd'hui pour venir proposer au peuple camerounais de commencer à s'imaginer comment ils vont planifier une transition avant de passer à autre chose. Il y a certainement des candidats qui ont préparé un programme qui répond amplement aux attentes que vous avez dans votre groupe de travail. Il me semble que c'est le cas de la formation pour laquelle je suis ici présent, donc le MRC, parce que son programme de gouvernance est beaucoup plus dense et détaillé sur tous les points que vous avez évoqués que ce que j'ai pu vous dire ici en quelques minutes. À mon sens, s'il y a donc déjà des réponses complètes à tout ce que vous souhaitez voir pour cette transition-là dans une offre, à mon avis, les Camerounais, et ils ne parleront même pas d'offre ni d'attente de transition, ils ne sont probablement pas, à mon sens, pour ceux avec lesquels j'ai discuté, en mesure d'être en train d'écouter un discours de transition. Actuellement, ils veulent un changement, ils veulent avoir un leader à leur tête qui a justement la possibilité de mettre en place
un programme qui va s'étaler sur le long terme et leur permettre de sortir du recul dans lequel les 42 ans de gouvernance de M. Biya nous ont plongé. Je suis désolé d'avoir été aussi long, mais c'était peut-être pour vous faire comprendre qu'il y a déjà des réponses qui sont dans certaines formations politiques. En tout cas, la mienne a toutes les réponses aux questions que vous avez soulevées. Et en plus de cela, nous avons l'avantage d'avoir un parti politique avec un candidat qui est sur le terrain, qui est visible, qui agit, qui est efficace, qui est le seul qui a passé son temps à défendre les droits des Camerounais, en tout cas pas le seul, mais le premier à défendre les droits des Camerounais, notamment les 120 000 noms sur les listes électorales. C'était le tout premier. Il n'y en a pas d'autres qui l'ont dénoncé avant que les 120 000 noms soient remis par Elecam. Donc, il scrute. C'était le premier également à dénoncer l'ingérence de l'ONU. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'était le premier dans le processus électoral avec la signature d'accords tacites. Il est le dernier à avoir fait la prison justement pour la bataille de libération du Cameroun en tant que leader politique. Je crois, à mon sens, et je ne vous force pas à l'adopter, que le discours de transition que vous portez est un discours que vous aurez du mal à faire passer auprès des jeunes Camerounais qui sont les plus nombreux aujourd'hui sur les listes électorales à en croire les statistiques d'inscription. Donc voilà à peu près le commentaire que je pourrais faire. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et navré d'avoir été un peu long. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai soit l'avantage, soit le désavantage d'avoir lu tous les programmes de tous les partis politiques et d'avoir rencontré dans chacun de ces partis politiques des militants aussi dévoués que vous. Et ils disent exactement la même chose, qu'ils ont le plus beau programme, que leur leader est le plus beau, le plus chaud, le meilleur danseur, vraiment ils ont tout prévu et que en vérité, ce qu'il faut, c'est que la population camerounaise choisisse. C'est ça le malheur. Vous voyez, par nature, le parti, vous faites bien. C'est-à-dire, vous êtes un militant fidèle du MRC. Vous comprenez? Et je vous demande de le rester fidèle à vos convictions et à votre parti politique. La seule chose que je veux seulement vous dire, c'est que je suis sûr que dans votre vie, également, vous passez votre temps et vous tournez essentiellement avec les gens du MRC pour l'essentiel des personnes que vous rencontrez. Moi, je rencontre tout le monde et dans l'ensemble du pays et je rencontre des gens qui ont des convictions différentes. C'est-à-dire, ils sont convaincus que c'est leur parti politique et c'est le leader de leur parti politique qui est comme ça. Je ne veux pas commencer à citer, mais je vous le dis, j'ai rencontré tout le monde. Ce qu'il faut maintenant, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si chacun de ces partis-là va à rang dispersé comme en 2018, ils auront tous un score moins que ce qu'ils ont eu en 2018. Ça, je vous le garantis. Quelle que soit votre conviction, aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique que j'ai observé que le nord au sud a tous des gens qui, tout le monde est d'accord sur eux, etc., etc. D'ailleurs, la plupart des partis politiques et des leaders de partis politiques depuis 2018 n'ont pas mis les pieds dans le nord et dans le sud-ouest. Donc, vous pensez que vous avez des gens là-bas qui lisent les programmes et qui sont prêts à voter pour vous? Certainement pas, avec certitude. Il y a des zones du pays. J'admire le travail que les gens font. Je suis content de voir que il y a beaucoup de jeunes s'impliquent en politique. Chacun doit rester dans ses convictions, mais chacun doit comprendre que le Cameroun est atomisé d'un point de vue politique. Il n'y a pas un seul parti qui, par lui-même, y compris le RDPC, avec tous les moyens de l'État, qui est capable de regrouper 50% plus 1 des Camerounais. Il n'y en a pas, pour le moment. Mais je voudrais également vous donner les chiffres. On a 8 millions de gens inscrits sur la liste aujourd'hui. Ceux qui ont 35 ans et moins sont 2 millions. Donc, je ne sais pas où vous tirez vos statistiques, mais le jeunisme ne peut pas être un programme sur lequel on peut s'appuyer pour gagner les élections qui viennent là. Peut-être celles d'après la transition. Mais pour le moment, les jeunes ne sont pas inscrits sur les listes. Il y a eu quand même une déception par rapport à ça. Donc ça, ce sont les derniers chiffres que je vous donne là. C'est-à-dire que les gens de 35 ans et moins sont dans les 2 millions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 6 millions de ceux que vous pourrez appeler
des aînés ou les vieux, ou je sais pas ce que vous voulez les appeler, et que ce n'est pas sur une base essentiellement comme ça qu'on peut mobiliser. De la même manière, vous entendrez des gens dire que c'est les gens de telle région qui sont plus nombreux. Tout ça, on est nombreux, mais personne n'est suffisamment nombreux, aucun groupe, aucun parti n'est suffisamment nombreux pour seul pouvoir gagner contre le RDPC. S'il y a un message à retenir, c'est cela. Les idées sont fantastiques. Et vous avez raison d'attirer l'attention sur le fait que une partie, du moins, des programmes spécifiques du MRC et de beaucoup d'autres partis ont un élément de convergence. Parce que tout le monde veut changer la constitution, tout le monde veut changer le code électoral, tout le monde veut résoudre la crise anglophone. Je n'ai pas vu un seul programme où quelqu'un dit qu'ils veulent que la crise continue, vous voyez. Mais l'heure est à l'unité et à l'ouverture d'esprit. Et